On repart les amis, on repart avec Laurence Daziano. Salut Laurence, prof à Sciences Po qui vient nous voir régulièrement, notamment autour de la Russie et de la Chine. En plus, le lien entre les deux est quand même très très simple à faire. Et on va démarrer avec la Russie, on va démarrer avec Poutine, Laurence. Je dois te dire, d'ailleurs, je suis un peu surpris parce que je ne vois pas la question. On regarde, et puis c'est vrai qu'on est encore dans ce qui est en train de se passer en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne, etc. Mais comment est-ce qu'il peut réagir, Poutine? Alors d'abord, est-ce que cette contre-offensive le fragilise politiquement? C'est difficile à dire. C'est sûr que... Alors, le premier qui est fragilisé, je pense d'abord, c'est le ministre de la Défense, c'est Shoigu. Sergueï Shoigu, qui a été donné il y a encore pas très longtemps comme un successeur potentiel de Vladimir Poutine, qui lui maintenant est vraiment discrédité. Ouais. Parce qu'on a vu l'état de l'armée russe dont on avait tous peur. Et d'ailleurs, même dans les 2-3 premiers jours, on se disait, mais ils vont arriver très vite à la frontière, et est-ce qu'ils vont aller plus loin? Donc on a tous été surpris. On a tous été surpris plus ou moins parce qu'on sait quand même qu'il y avait beaucoup de corruption qui gangrénait l'armée russe. Et que notamment, quand il y avait des commandes assez importantes pour des équipements, il y avait une grosse partie de l'argent qui n'allait pas, in fine, dans l'équipement pour la troupe. Et quand on voit que la troupe sur place, dont on nous dit qu'elle est finalement assez mal équipée, assez mal préparée, on se dit que la corruption, effectivement, existait. Et c'est probablement ça qui a désorganisé aussi beaucoup l'armée russe. Poutine, bien sûr, est atteint à travers ce qui apparaît. Et encore une fois, c'est ce qu'on se disait à l'instant, il faut faire très attention entre l'information. On a beaucoup d'informations qui viennent de canaux différents, qu'on a du mal à recouper. On ne sait pas parfois trop d'où ça vient. Donc il y a de l'information, il y a de la désinformation. Chacun pousse ses pions. Et en termes d'information, désinformation, les deux gouvernements, aussi bien russes qu'ukrainiens, sont assez forts. Donc chacun va pousser ses pions, sans compter que là-dessus, vous avez un petit peu d'intelligence américaine, de renseignement américain. Donc tout ça... Donc c'est difficile. Ce qu'on voit quand même sur le terrain, parce qu'après il y a quand même les faits, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un front qui est totalement disloqué au nord. Tout à fait. Et que les soldats sont partis, ils ont laissé beaucoup de matériel. Pour en revenir à la situation économique de l'armée russe, aujourd'hui, elle se réapprovisionne en Iran et en Corée du Nord. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de stock d'armes et leur industrie où ils produisaient de l'armement, ils n'ont plus les composants électroniques dont ils avaient besoin. On en reviendra quand on parlera des sanctions et du fait que les sanctions, elles ne mordent pas partout, mais elles commencent quand même à mordre, et à long terme, elles risquent de mordre quand même très durement. Donc on a un président russe qui est, en tout cas, qui perd la face vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des Ukrainiens, qui a probablement été mal renseigné sur la situation en Ukraine, parce que la façon dont l'opération a été lancée, il y avait beaucoup d'unités qui sont restées assez longtemps. Les Américains les ont vus, ils n'ont pas arrêté de dire ils vont attaquer. Enfin, c'était pas une attaque surprise. Ils étaient là depuis longtemps, puis on se rend compte que c'était pas si bien organisé que ça. Donc probablement déjà à l'intérieur un renseignement qui a été déficient. Mais comme le système devient de plus en plus autoritaire et basé sur la peur, on en revient quand même à la bonne vieille Union soviétique, que des généraux ou des chefs de renseignement n'aient pas voulu dire la vérité à Vladimir Poutine de peur d'eux, voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc on a un président qui était probablement mal renseigné. Ah, ce serait ça la clé du truc pour toi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'appareil de renseignement russe et soviétique n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Non. Donc les gars n'ont pas osé dire à Poutine, on risque de perdre. Est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas osé le dire? Parce que, ce qui est toute l'histoire des dictatures. Comme tu dis, ils sont quand même. Il y a quand même il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire russe Oui. et qui date même d'avant l'Union soviétique, du temps des tsars, dans le renseignement. Donc, on ne peut pas penser qu'ils n'aient pas senti qu'ils n'allaient pas être accueillis en libérateurs. Donc, ils ont été quand même très surpris de ne pas être accueillis en libérateurs.
Bon, il faut dire aussi qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens résistent autant. Ils avaient aussi sous-estimé, mais ça aussi c'est de l'intelligence, ils ont sous-estimé le sentiment national des Ukrainiens. N'oublions pas quand même que les Ukrainiens sont les premiers en 91, on en parlait beaucoup avec la mort de Mikhail Gorbatchev, de la dislocation de l'URSS. Les Ukrainiens ont été parmi les premiers avec les Baltes à dire on veut être indépendant de l'ancienne Union soviétique. On ne veut pas de cette communauté des États indépendants. On veut vraiment être indépendant. Donc, il y a eu un manque de renseignements, une sous-estimation de la résistance ukrainienne et surtout une sous-estimation de la réaction occidentale et du fait qu'à la fois l'Union européenne et surtout les États-Unis allaient armer, financer la guerre menée par l'armée ukrainienne. Je fais une incise parce que j'ai lu un petit texte de Francis Fukuyama récemment. Francis Fukuyama, vous savez, le fameux La fin de l'histoire, dont tous ceux qui ne l'ont pas lu, Francis Fukuyama, disent qu'il s'est lamentablement trompé. Non, et d'ailleurs, il l'écrit comme ça très bien. Il dit, on se rend compte quand même qu'un système démocratique est beaucoup plus efficace, il dit rien d'autre, efficace qu'un système dictatorial. C'est l'une des leçons de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, pour répondre à la question de base, un président qui a perdu la face, aussi bien à l'intérieur maintenant que vis-à-vis de l'Occident. Or, cette guerre, elle était menée d'abord parce que pour lui, l'Ukraine, c'est la Russie. N'oublions pas quand même que le courant religieux orthodoxe est très important en Russie. Kiev, c'est la capitale de l'orthodoxie. Donc, pour les Russes... Ça, je crois qu'on l'a tous appris ces derniers mois, Laurence. Voilà. Tous ceux qui suivent le truc le savent. Se dire que Kiev est indépendant, c'est quelque chose qui choque. Et d'ailleurs, les églises de Kiev n'ont jamais été bombardées. Mais attends, Laurence, parce que le sujet, donc... on ne va pas faire de la prospective militaire, mais la Crimée, alors pour le coup là, on a le sentiment, enfin on se souvient, la construction du pont, l'inauguration du pont, Poutine sur le premier camion qui passe le pont. Si jamais ils sont aux portes de la Crimée, est-ce qu'il peut faire des gestes qui mettraient en péril la sécurité du monde, pour parler franchement ? À un moment, il y a quelques semaines ou quelques mois, puisque la guerre commence maintenant à être longue, Poutine avait évoqué l'arme nucléaire. Tout le monde avait eu peur. Et à ce moment-là, il n'avait pas besoin de nous faire peur. Exactement. Et aujourd'hui, où on le sent... alors, je ne dirais pas encore acculé, parce que ce serait trop fort, mais pour moi, il perd la face quand même. Là, avec cette offensive, il perd la face. Les Ukrainiens, ils sont encore loin de la Crimée quand même, parce que ils ont perdu beaucoup d'hommes. Enfin, des rapports que l'on a, mais les Ukrainiens veulent reprendre la Crimée. Or, la Crimée aujourd'hui, elle a été annexée par les Russes. Les Russes la considèrent comme russe. Historiquement, ils la considèrent comme russe. Là, effectivement, si la guerre ne s'arrête pas avant, et on va quand même rentrer dans l'hiver, donc c'était aussi important de ne pas figer les positions avant l'hiver, parce que c'est l'hiver qui va figer les positions. Donc les Ukrainiens, bien évidemment, ont intérêt à avancer le plus possible pour passer l'hiver. C'est vrai que là, la question peut se poser. Mais ils ne l'ont pas fait sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et quand on connaît un petit peu, parce qu'il faut toujours revenir à la géographie, quand on connaît un petit peu, il y a beaucoup de vent dans cette région, les vents tournent beaucoup. Donc, si on commence à utiliser du nucléaire, ça n'ira peut-être pas vers l'ouest. C'est un facteur important, effectivement. Donc, dans la décision, c'est aussi un facteur qui compte. Même si je ne suis pas sûre que, autant l'économie ne compte pas pour Vladimir Poutine, je ne suis pas sûre que le bien-être de sa population compte beaucoup plus. Mais néanmoins, c'est une barrière, je dirais, qui n'a pas encore franchi. Ouais, et puis Sochi n'est pas très très loin, c'est sa fameuse résidence incroyable, et pas très loin de... Il paraît qu'il est à Sochi, donc effectivement, voilà, et Sochi n'est pas loin sur la mer. En interne, révolution de palais, choses comme ça, dans ce que tu vois justement, et tu disais, on a presque trop d'informations et on est sans arrêt soumis à la propagande et à la désinformation la plus fine. Alors, qu'est-ce qui ressort de l'ensemble des sources que tu regardes ? Alors, il y a quand même... Poutine s'est quand même entouré c'est un ancien du KGB, donc KGB, aujourd'hui FSB. Donc, il s'est entouré quand même d'un service de sécurité qui est assez impressionnant. Il y a le FSB, qui lui fait... surtout, c'est fédéral, donc c'est la Russie. Il y a un service qui s'appelle le FSO, qui est là pour la sécurité du président, de tous les dignitaires du Kremlin, qui a monté un système qui écoute pratiquement tout le monde en Russie. Il y a la garde républicaine
qui a été créé il y a quelques années avec à sa tête Shoigu, donc le ministre de la Défense. Ce sont des entités de sécurité, de protection, qui sont avec des troupes d'élite très bien armées. Premier objectif d'ailleurs, c'est qu'elles s'espionnent les unes les autres. Donc, pour pouvoir faire un coup d'État en Russie, il faudrait que ces 3 entités soient d'accord, parce que sinon, il y en a toujours une qui va prévenir, parce que elle ne pourra pas en tirer les avantages que les 2 autres pourraient en tirer si 2 sur 3 arrivaient à s'entendre. Hein, donc, ça va être, je pense qu'un coup d'État d'État est vraiment me semble assez compliqué. C'est un ancien du KGB, il a tout verrouillé. Donc, ça ne viendra pas comme ça. Ça peut venir autrement. Ça peut venir d'un proche qui prend de plus en plus d'importance. Et il y en a quelques-uns qui peuvent prendre de plus en plus d'importance. Ensuite, il faut se méfier aussi de notre wishful thinking occidental, c'est-à-dire que Poutine est comme il est, mais on le connaît. On ne sait pas qui peut venir après. Et vu la situation, ça peut être pire. Notamment, le secrétaire du Conseil national de sécurité qui s'appelle Nicolas Patrouchev, lui, il est encore plus faucon que Poutine. Mais c'est pas possible d'être plus faucon que Poutine. Il est encore plus anti-occidental que Poutine. Donc, lui, il aurait déjà sonné la mobilisation générale et envoyé l'ensemble de la jeunesse russe sur le front ukrainien, quoi. Poutine n'a pas encore sonné la mobilisation générale, effectivement. Néanmoins, ces derniers mois, il a quand même fait 2 choses qui sont passées inaperçues chez nous, mais il a enlevé la limite d'incorporation des hommes qui étaient à 40 ans. Ouais. Donc ça, un décret, et maintenant tout homme, même au-delà de 40 ans, peut aller dans l'armée. Et un décret présidentiel qu'il a signé aussi au mois d'août, il a relevé le plafond de l'armée russe, le nombre d'hommes, de 200 000 hommes. Vous me direz, pas grand-chose. Passer de 1,9 million à 2,1 millions, l'armée russe. Donc, il y a quand même encore des choses en préparation. Mais je pense qu'il est toujours aux commandes. La question, c'est vraiment comment est-ce que devant le fait qu'il ait perdu la face comme ça, comment est-ce qu'il peut réagir ? Les sanctions, Laurence, comment est-ce que tu regardes cette polémique, l'idée des sanctions qui seraient inefficaces, qui feraient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie ? Alors, les sanctions, déjà, la Russie est une économie sous sanctions depuis 2014. Les premières sanctions, c'était des gels d'avoirs, des interdictions de fonctionner. Les Russes avaient fait des contre-sanctions, notamment contre l'Union européenne. Donc, toute la politique agricole commune, notre politique porcine, parce qu'on exportait beaucoup en Russie, s'est effondrée parce qu'ils se sont développés. Et notamment, ils ont développé le blé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie est la première puissance mondiale en blé, le premier exportateur mondial ? Parce que depuis 2014, ils l'ont développé, vu qu'avec les sanctions, ils n'en avaient plus. Donc voilà, le contre-effet des sanctions de 2014. Sur les sanctions par rapport à la guerre depuis le mois de mars, du mois de février, moi j'avais dit dès début février, parce qu'on disait que s'ils attaquaient, on allait bloquer avec SWIFT, on allait... Oui, tout à fait. Ouais. Et là j'avais dit, mais à court terme, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a d'autres systèmes. Après 6 mois de guerre, on en est où ? On voit que avoir bloqué par SWIFT, effectivement, ça ne servait pas à grand-chose puisqu'ils utilisent maintenant le système chinois, donc ça fonctionne très bien. Que 75% de l'humanité ne met pas de sanctions contre Vladimir Poutine, enfin contre la Russie, parce qu'en fait c'est l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et c'est à peu près tout. Oui, alors mais là, donc là il y en a. Du coup, on n'est que 25% de l'humanité, mais 75% du PIB mondial. Oui. C'est quand même ça qui est important pour eux. Alors, oui et non, parce que ils sont très résilients. Enfin, à court terme, non, parce qu'on continue de leur acheter du pétrole. Oui, donc, non, mais j'entends bien. À partir du moment où on a continué à leur acheter du pétrole, enfin, la Russie a aujourd'hui un excédent financier. Oui, mais dont elle ne peut rien faire, Laurence. Si, on me dit, le cours du rouble, regardez le cours du rouble. Évidemment, plus personne ne veut de rouble. Non, mais le cours du rouble, ça ne veut plus rien dire, parce qu'effectivement, il n'y a plus de marché. Non, ce que je veux dire, c'est que quand même, cet argent, elle peut l'utiliser pour acheter des armes, elle peut l'utiliser pour elle peut financer sa guerre. Comme tu le dis, à la Corée du Nord et à l'Iran. Mais oui, mais c'est toujours ça. En revanche, à long terme, et on commence à le voir parce que maintenant on entre dans les 6 mois. Donc 6 mois, ça commence à faire. Sur tout ce qui est courant pour les Russes, pas trop, parce que l'habillement, ils l'ont plus d'Europe, mais ils l'ont de Turquie. Les vacances, ils sont allés en Turquie. Donc ça, pas trop. Il y a en revanche 2-3 domaines
où vraiment ça va faire très mal à la population, à l'économie russe, à la population russe. D'abord, c'est tout ce qui est technologique. On le voit avec les armes, ils n'arrivent plus à construire parce que la technologie occidentale, ils l'ont pas et les Chinois ne peuvent pas suppléer parce qu'ils ne sont pas allés aussi loin dans l'avance technologique. Donc là, la technologie, ils ont du mal pour les armes. Mais ils vont avoir du mal aussi dans toutes les industries qui demandent des machines-outils et des pièces qui sont importées de l'Occident. L'industrie automobile, elle est à 10% de son niveau d'avant-guerre. Les avions, ils commencent à cannibaliser les avions parce qu'ils n'ont plus de pièces de rechange. Donc d'ici quelques temps, Aeroflot sera à terre parce qu'il y aura plus, les avions pourront plus voler. Le magnifique train que j'ai eu la chance de prendre entre Moscou et Saint-Pétersbourg, qui est un train à grande vitesse de Siemens, là c'est pareil, il n'y a plus de pièces détachées. Siemens est parti tout de suite. Donc au bout de 6 mois, on peut commencer à bricoler, mais ils vont pas bricoler longtemps. Et puis, petit à petit, ça va complètement, ça va bloquer l'économie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, pour la guerre aujourd'hui, ça va arriver trop tard. En revanche, Poutine est très conscient de la paupérisation de sa population qui avait commencé avant. Et surtout, quand il y a eu Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Donc, il y a eu un petit peu d'aide pour les familles, mais il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Donc, l'État a beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup redistribué à sa population. Mais la population russe est également une population qui est très résiliente. La population qui a pu profiter des 30 dernières années d'ouverture et des 20 dernières années de boom économique, parce que la Russie, les 2 premiers mandats de Poutine, 2000-2008, ça s'est arrêté avec la Géorgie et la crise financière de 2008-2009, a vécu, donc les 2 premiers mandats, il y a eu une vraie hausse du niveau de vie des Russes. Et même aujourd'hui, si ça baisse, c'est encore plus haut que qu'a trouvé Poutine en 2000. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est jusqu'où ça peut descendre. Mais en plus, ajoutons, puisque tu as parlé de Gorbatchev, un Russe qui a aujourd'hui 50 ans, 55 ans, chef de famille. Des crises. Il a connu 90. Mais ils ont connu 90. Et nous, on n'a jamais connu un tel effondrement de ce que c'était que la Russie de 90. Donc il sera toujours gagnant sur la référence par rapport à Gorbatchev. Cette population qui perd dans les sanctions, c'est la classe moyenne qui n'existe que dans les grandes villes. Et la majorité de la population russe, elle est dans les campagnes. Elle n'a pas tant profité que ça de l'occidentalisation. Donc, elle a vécu la crise de 90-91, l'effondrement russe. Mais en 98, il y a eu quand même aussi une crise financière en Russie. En 2007-2008, ils ont eu la crise mondiale qui a aussi des répercussions chez eux. Et depuis 2014, ils sont sous sanctions. Donc, les Russes ont connu des crises pratiquement tous les 10 ans. Même ma génération, elle a connu des crises. Donc, ils sont très débrouillards, ils sont très résilients. C'est un peu leur ADN du temps tsariste et soviétique. Donc, il a une population qui résistera beaucoup plus que ne peut le faire une population occidentale. Bon, mais il faut quand même à un moment réfléchir à une porte de sortie, quoi. Si on ne veut pas que ça dégénère terriblement, il faut réfléchir à une porte de sortie. Exactement, exactement. Tout à fait. Et quelle va être la porte de sortie dans le conflit? Ouais, voilà. Les relations avec la Chine, puisque on va basculer vers la Chine. Quoi, tu sais, la formule, la Chine soutient la Russie comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire ils sont là, ils apportent un soutien nécessaire. Mais pas. Je dirais que c'est plus compliqué important. Que ça. Ouais, vas-y. Je dirais que c'est plus compliqué que ça parce que les Chinois ont besoin des Russes. Parce qu'ils ont besoin d'énergie. Et comme la Russie est en train de pivoter, mais elle a commencé à pivoter en 2014 à partir des premières sanctions, est en train de pivoter vers l'Asie, les Chinois ont énormément besoin de gaz, de charbon, de pétrole, et ça, ils vont le trouver auprès de la Russie. Alors aujourd'hui, le pétrole, c'est plus facile parce que c'est par bateau. Le gaz, il y a un gazoduc qui s'appelle Force de Sibérie 1, qui part des champs gaziers qui sont au sud de la Sibérie, donc qui vont directement vers la Chine du Nord. Celui-là, il est construit. Et il y a un Force de Sibérie 2 qui est en projet, qui part de Yamal, c'est-à-dire du Nord, là où les pipelines, où les gazoducs venaient vers l'Europe et qui vont descendre vers la Chine. Alors, on nous dit, oui, mais c'est des infrastructures qui sont lourdes à construire, il faut plusieurs années. Oui, on est en 2022, en 2030, Force de Sibérie
série 2 existe, et le gaz de Yamal qui venait avant chez nous ira en Chine. Donc les Chinois ont besoin... Et les Chinois réfléchissent dans ces ordres de grandeur-là. Ah mais oui, mais les Chinois, Mais c'est voilà. le temps long. Toujours, oui, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, je lisais que ce Force de Sibérie, comme tu dis, avait un débit assez réduit. Enfin, je ne sais plus quel était le débit, je ne vais pas dire de bêtises, mais un débit assez réduit et que finalement, ça n'aiderait pas beaucoup. Pas à court terme. Mais pas, voilà, c'est ça. C'est le long terme qui compte. C'est comme pour les sanctions, il faut penser à long terme. Donc les Chinois ont besoin de la Russie pour l'énergie. Les Chinois mènent le même combat que la Russie contre le monde unipolaire américain. Ouais. Ils veulent imposer un ordre mondial alternatif. Ils en ont assez de ce qui est resté de Bretton Woods de 1944, le FMI, la Banque mondiale. D'ailleurs, ils ont lancé leur propre banque à eux, la banque des BRICS. Et les BRICS, qui étaient au départ un acronyme juste financier, c'est Poutine qui en a fait une entité politique en réunissant les chefs d'État et de gouvernement la première fois en 2009, comme par hasard en 2009 après 2008. Donc après la Géorgie, quand il commençait à être un petit peu isolé. Et donc, il y a cette volonté de créer cet ordre alternatif. Et les Chinois, avec les routes de la soie, c'est aussi leur volonté. Tout à fait. Donc, ils se rejoignent dans cet aspect à la fois économique, énergétique, et cet aspect idéologique et soft power. Là où les Chinois c'est toujours pareil, il y a le yin et il y a le yang. Hein, donc, en revanche, l'allié russe est quand même assez incontrôlable. Donc, on ne va peut-être pas non plus le suivre sur tout. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises chinoises ne se sont pas ruées pour remplacer les entreprises européennes qui sont parties. Ils font attention, d'abord parce qu'économiquement, en Chine, ils ont des problèmes, notamment de liquidité, ils ont plus beaucoup d'argent, mais enfin, s'il fallait, ils le trouveraient pour le faire. Mais c'est surtout que les entreprises chinoises, même s'il y a ce découplage qui commence avec les États-Unis, sont encore quand même très dépendants des États-Unis avec le dollar et la technologie, surtout Absolument. la technologie. Absolument. Et ils ne veulent pas risquer des sanctions à rebours des Américains. Ouais. Donc, on soutient, enfin, le politique va soutenir fermement et sur la scène mondiale, et actuellement, il y a des exercices militaires. Oui, et puis c'est la première sortie de Xi Jinping au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Voilà, il va voir Poutine. Ils vont se rencontrer à Samarcande parce qu'il y a comment ça s'appelle, l'organisation de sécurité de Shanghai qui va se réunir et qui est un forum. Où là aussi, un forum où on se dit on va travailler ensemble sur la sécurité parce que dans la zone, il y avait quand même un petit peu de terrorisme, il y a des problèmes de sécurité. Mais l'organisation de sécurité de Shanghai, c'est aussi une manière pour la Russie de garder un peu d'influence en Asie centrale, qui est l'ancienne Union soviétique, au moment où la Chine investit beaucoup dans ces pays-là via les routes de la soie. Donc, vous voyez, c'est pas non plus une amitié franche et massive entre les deux pays. Alors, la Chine intérieure maintenant. La dernière fois qu'on s'était vu, Laurent, c'était à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire à quoi ils jouent avec le Covid. Donc là, je regardais à peu près 30% du PIB qui est encore sous confinement d'une manière ou d'une autre, c'est ça 20%, je dirais. 20, ouais. 20%. J'avais les impacts, c'est 84 villes ou comtés soumis à une forme de restriction sanitaire en ce moment. Alors aujourd'hui, il y a 65 millions de Chinois, c'est-à-dire la population française à peu près, qui est confinée. Dont la grande et confinée hard. Confiné à la chinoise, c'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous êtes condamné à une peine de prison de plusieurs années. Donc vous ne sortez pas. Chengdu, ville de 21 millions d'habitants, elle est sous confinement, c'était une semaine. Ils avaient trouvé 154 Covid positifs, donc ils ont mis 21 millions de personnes sous cloche. Donc ils lâcheront rien là-dessus. Mais il ne peut pas lâcher là-dessus parce qu'il ne peut pas perdre la face là-dessus. Dans un mois, le 16 octobre, il y a l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Il va être reconduit pour un 3e terme et il aurait aimé être reconduit dans des conditions un petit peu plus glorieuses qu'il ne va l'être. Il ne peut pas lâcher là-dessus et c'est pas faux, la première phase de Covid, la première année, avant qu'on ait Delta et Omicron, la politique de confinement a fonctionné pour endiguer le Covid. Donc, une fois qu'ils ont dit que les confinements ont été un succès pour endiguer Covid, maintenant, ils ne peuvent pas dire on ne va plus faire de confinement parce qu'il y a toujours Omicron.
et que le système de santé n'est pas armé, n'est pas armé pour faire face à une détresse de la population, que les vaccins ne sont pas aussi efficaces que les nôtres. En gros, le vaccin n'était pas efficace contre le vaccin chinois, pardon, n'était pas efficace contre Omicron. Donc il s'est retrouvé avec une population d'1,3 milliard personnes, 1,3 milliard, 1,4 milliard, qui n'étaient pas vaccinées face à Omicron. Et après, il y a une campagne de vaccination qui a été plus forte. Ils ont fait 2-3 doses, mais pour autant, ça ne suffit pas. Puis il y a quand même les vieux qui n'ont pas envie de se faire, de se faire vacciner. Donc quand vous avez 60 millions de personnes, là encore, les vieux, très vieux en Chine, c'est l'équivalent de la population française. On est à l'échelle chinoise, qui ne veulent pas se faire vacciner et que ce sont eux qui les premiers vont mourir parce qu'ils sont plus faibles. Ah, on comprend, il n'a pas le choix. Du coup, il ne peut pas perdre la face sur ce sujet-là. Ouais. Donc, ça coûte en croissance et ça coûte sur le plan intérieur parce que la croissance étant moins forte, chaque année au mois de mars, l'économie est du ressort du Premier ministre. Donc, chaque année, au mois de mars, il y a la réunion de l'Assemblée populaire nationale et c'est là qu'on fixe l'objectif de croissance chinoise pour l'année. Donc, au mois de mars 2022, Li Keqiang, Premier ministre, a dit l'objectif de croissance, ce sera 5,5 en Chine cette année. Et déjà, quand il a sorti 5,5, on s'est tous regardés en disant « Ouh, les Chinois commencent à dire qu'ils sont en dessous des 7, déjà 6,5, 6 les années précédentes. » On se disait « Ouh là là, officiellement, ils commencent à reconnaître que la croissance baisse. » Là, 5,5 au mois de mars, je vous avoue que moi, je me suis dit, c'est que vraiment, il y a gros temps. Ouais. Et là, les dernières prévisions, c'est 3,3. Voilà, c'est ça. Donc, ils n'en parlent même plus. Ils n'en parlent nulle part. D'habitude, ils le brocardent en disant, voyez, on avait dit ça au mois de mars, on s'y tient. C'est comme ça que ça se passait les années précédentes. Cette année, il n'y a plus rien. Ils n'en parlent plus. C'est vraiment sous le tapis. Et le fait que la croissance, qu'il n'y ait plus de croissance, ça a un impact notamment sur la jeune génération. Il y a tous les ans environ 7 millions de jeunes diplômés chinois qui arrivent sur le marché du travail. Les jeunes diplômés chinois, ce sont des étudiants qui sont passés par le système universitaire chinois qui est très sélectif. Il y a un concours d'entrée. Donc, c'est l'équivalent entre le baccalauréat et le concours d'entrée à l'université. C'est extrêmement sélectif. Donc, ce sont vraiment que les meilleurs étudiants qui y vont. Les meilleurs étudiants qui, en plus, sont bien endoctrinés. Cette année, la cohorte, ce n'est pas 7 millions, c'est 11. Donc, vous avez l'année où la croissance s'effondre en Chine à cause de la politique, pas seulement de la politique de Covid, mais ça fait beaucoup parce que... non, vas-y. Et donc, on parle 11 millions de jeunes gens. Donc, 11 millions de jeunes gens qui arrivent sur le marché du travail, pour qui ont été endoctrinés, c'est-à-dire que le parti, c'est tout, on est dans la bonne voie, qui arrivent sur le marché du travail et donc qui ne vont pas trouver d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20%, je crois que c'est 18% de taux de chômage pour ceux-là. Donc, ils arrivent hautement qualifiés, endoctrinés sur le marché du travail, on leur avait promis. Et 1 sur 5 est au chômage. Et 1 sur 5 va être au chômage. Et donc là, ça commence... Voilà. Et donc là, le système va commencer donc forcément, ils vont se dire, mais est-ce que le Parti communiste marche si bien que ça, quoi ? C'est ça le sujet. On va commencer à dire, est-ce que le parti a vraiment raison ? Et quand je disais que le Covid, c'est un des problèmes de Xi Jinping, point de vue économique, mais je dirais que ce n'est même pas le principal. Le principal, c'est que le secteur immobilier est en train de s'effondrer. Ouais. Physiquement, d'ailleurs, on voit, on a vu des masses de vidéos. Il les casse. Voilà, qui les foutent en l'air. En fait, ce qui apparaît aujourd'hui, parce que j'imagine qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est quasi au bout, là. C'est qu'en fait, le système immobilier, personne n'avait voulu le voir parce que ça arrangeait tout le monde de ne pas le voir. Il était fondé sur un schéma à la Ponzi. Donc, autre mécontentement social avec des gens qui manifestent, c'est qu'en Chine, 90% des appartements sont achetés sur plan. Donc, avant d'être construits. Donc, tous ceux qui ont déjà payé, et comme le système s'écroule, qui n'auront jamais rien, ne veulent plus continuer à payer, manifestent en disant qu'ils veulent leur appartement et qu'ils ne l'auront pas, se font arrêter. Donc, il y a des petits craquements là dans le... Ce que tu décris, Laurence, c'est pas des petits craquements, là. Si, parce que vous avez quand même le système autoritaire chinois qui, quand vous manifestez parce que vous êtes sous confinement ou parce que vous ne voulez plus payer pour quelque chose que vous n'aurez jamais, vous êtes arrêté, vous allez en prison. Donc ça va encore tenir. Mais
le plus intéressant, c'est de voir qu'au sein même du PCC, parce que nous, on voit le Parti communiste comme quelque chose qui est, uni, massif. Unique et indivisible, comme, Voilà. comme la République française. Et en fait, derrière, ça discute beaucoup. Et le fait que, comme Premier ministre, Li Keqiang ne sera peut-être pas reconduit et qu'il y aura à sa place un membre d'un autre courant du Parti communiste que Xi Jinping, ça veut dire que le troisième mandat ne sera peut-être pas la consécration qu'il attendait et que le mandat à vie, parce qu'on se disait il en a un troisième, donc après ça va être un mandat à vie. Moi je dirais, il a le troisième et on verra s'il y en a un quatrième. Mais là, attends, il nous reste une minute. Là, il va devoir accepter une forme de cohabitation, c'est ça qu'il est en train de dire. Exactement. Avec, on le verra dans un mois. Tu l'écrivais hier matin, tu l'écrivais hier dans les Échos, avec un membre du clan Hu Jintao qui était son prédécesseur. Son prédécesseur et qui fait partie des gens du Parti communiste qui sont montés grâce aux jeunesses communistes, à la Ligue de la jeunesse communiste, et non pas qui est un prince rouge, c'est-à-dire un des fils de la révolution, des révolutionnaires d'avec Mao. C'est des romans, tout ça. Hein. On reviendra vraiment. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah oui, on se reparlera au moment. C'est quoi? C'est mi-octobre, hein, 16 octobre. Voilà, 16 octobre. 16 octobre. Merci Laurence. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à demain sur Bismart.